Je suis Pascale Porter, je dirige une entreprise qui s'appelle Subria, qui est donc spécialiste de l'explicitation des savoirs et de la circulation des savoirs. Et j'ai passé plus de 30 ans, c'est-à-dire une bonne partie de ma carrière, dans tout ce qui est le conseil aux ressources humaines et le conseil à l'entreprise d'une façon plus générale. Pendant ces 30 ans, j'ai travaillé plus de 20 ans sur des grosses opérations difficiles, la plupart de transformation brutale et de restructuration. Ce qui veut dire des pans entiers de l'entreprise qui devaient sortir, ce qui veut dire des licenciements importants, ce qui veut dire des plans de départ importants. Et donc j'ai assisté à la fois à la difficulté, et c'était un de mes métiers, de retrouver un job aux personnes qui étaient devenues sans emploi, et aussi à la difficulté, le lendemain de tout ça, de l'entreprise qui se retrouve en ayant perdu toute une richesse dont elle avait la plupart du temps pas conscience. Et que chaque départ d'un salarié, chaque départ d'une équipe était pour cette entreprise une perte de richesse émiettée sur chaque individu qu'elle avait du mal ensuite à reconstituer. Alors, le mieux, c'est que je vous donne quelques exemples. Le premier exemple est un exemple qui est assez facile à comprendre parce qu'il est visuel. Je vais le prendre dans l'industrie textile, dans une société qui fabrique ce que sont les teintures et les apprêts pour les tissus. Il y a des processus extrêmement précis pour retrouver la couleur parfaite qu'on veut obtenir. Il y a des ingénieurs chimistes qui ont la compétence nécessaire et requise pour ce travail. Il n'empêche que, dans un cas, on a vu un ingénieur chimiste, après son départ, qui avait, lui, une façon de faire particulière sur ce sujet-là, finalement, laisser une équipe désemparée parce que ça ne marchait pas aussi bien qu'avant et qu'il passait beaucoup plus de temps, malgré le fait qu'il suivait la procédure de façon parfaitement correcte, retrouver la bonne teinte. Simplement, il avait lui-même développé un savoir-faire implicite qu'il faut absolument, avant son départ, qu'il ait pu transférer d'une façon ou d'une autre aux gens qui travaillaient avec lui. Deuxième exemple, un exemple plutôt tiré de quelque chose qui est plus virtuel et encore moins visible, qui est le type de relation commerciale qu'une entreprise peut avoir avec ses clients. Et là encore, c'était le cas d'une entreprise qui avait développé de façon très, très, très peu lisible, et en tout cas pas écrite, un certain type de relation commerciale avec ses clients qui faisait que on disait d'elle, ok, oui, eux, ils sont comme ça, quand je travaille avec eux, ils ont une façon de faire un peu particulière, une sorte de confiance. De la même façon, quand l'entreprise s'est transformée un petit peu brutalement, cette façon de faire a été très atténuée, et du coup, c'est petit à petit complètement dilué, et on ne dit plus ça de cette entreprise. Là encore, on a probablement laissé quelque chose complètement s'évaporer. Alors d'abord, il ne faut pas que les conserver, parce que ça s'est fait depuis longtemps, et les entreprises ont des armoires ou des fichiers pleins de connaissances accumulées et qui ne servent à rien. Il faut les faire circuler. Et donc bien sûr que pour les faire circuler, il faut d'abord les expliciter pour 3 raisons principales. La première, et c'est mon premier exemple, pour éviter qu'elles se perdent et qu'on mette un temps fou à les reconstituer, ça c'est la première chose. Et donc les équipes autour doivent pouvoir bénéficier de ces connaissances. Deuxième chose, c'est que à partir du moment où on les a repérées comme connaissances et qu'on les a explicitées, on peut travailler dessus et beaucoup mieux manager ces équipes à partir des points positifs qu'ont les personnes. Et à partir finalement de quelque chose qu'on va faire mieux fleurir dans le voisinage et dans les groupes où ces personnes sont. Et le dernier point, ça correspond plus à mon troisième exemple, c'est que ces connaissances constituent aussi une part de ce qu'on appelle maintenant l'ADN d'une entreprise, c'est-à-dire une part de sa marque de fabrique, une part de son actif immatériel, qui dans certains cas d'ailleurs va se retrouver dans une marque. Vous prenez le savoir-faire des marques de luxe, en partir par exemple de traitement de tissu ou de broderie, ce savoir-faire-là est constitutif de la marque, donc finalement il vaut quelque chose. Donc il faut aussi l'expliciter. C'est facile quand
on est une marque et qu'on veut pousser la marque, effectivement, de retourner vers ses connaissances, c'est ce que font toutes les grandes marques de luxe actuellement, et d'ailleurs elles jouent là-dessus pour se raconter leur histoire. Alors, en fait, la première chose à faire, c'est de la rendre visible, c'est de la révéler, c'est de l'expliciter, la mettre en mots. Pour la mettre en mots, il faut écouter une personne. Il faut d'abord l'écouter et ensuite il faut avoir la curiosité nécessaire à aller fouiller ce qu'elle n'a pas l'habitude de raconter, parce que c'est là-dessus, c'est dans ces champs-là qu'on va trouver l'explicitation des savoir-faire. Donc pour ça, il faut une personne qui à la fois pose des questions extrêmement basiques. Il faut interroger la personne sur comment elle fait son boulot, pas qu'est-ce qu'elle fait. Tout le monde sait que, par exemple, un directeur de relations sociales négocie avec les syndicats. L'intérêt, c'est comment il fait, qu'est-ce qu'il a accumulé, comment il a fait et qu'est-ce qu'il fait jusqu'à maintenant pour travailler ce sujet-là. Donc d'abord, écouter, être curieux. Ensuite, il faut organiser ses connaissances, c'est-à-dire les regrouper pour quand même qu'on ne soit pas devant quelque chose. Et c'est là qu'on fait une carte pour avoir quand même quelques chemins d'accès à ces connaissances. Et ensuite, il faut choisir ce qu'on veut explorer. Alors soit soi-même, parce qu'on est l'individu qui a besoin soit de retrouver un job, soit parce que vous partez en retraite et vous demandez ce que vous allez faire. Et vous allez trouver dans finalement cette richesse de connaissances peut-être des pistes sur vos nouvelles activités. Et pour l'entreprise, pareil, il faut choisir les champs sur lesquels vous avez l'obligation de ne pas perdre de la connaissance. Et je peux citer le cas d'une entreprise aujourd'hui, là, qui est en train de mobiliser son service de recherche parce que lors d'un de ces transferts, justement, d'un autre ingénieur, et là on est encore dans la technique, toute une part du processus de fabrication peut être enrichie. Et donc, on fait le croisement là-dessus entre des connaissances implicites individuelles et le futur des processus de l'entreprise. Eh bien, je les utilise en les partageant avec l'ensemble d'une équipe ou avec une seule personne. Là, je peux prendre l'exemple du directeur de relations sociales qui part en retraite, qui va devoir former son successeur. En général, il a assez peu de temps d'ailleurs pour le faire. Il peut lui donner le contenu de son poste. Il peut aussi lui raconter et lui dire tout ce qu'il a fait pendant toutes ces années. Mais ça, c'est très long. Ensuite, la personne qui arrive va choisir ce qu'elle va garder. Et en tout cas, même si elle fait différemment, c'est en général le cas parce qu'on veut marquer son arrivée, elle le fera en connaissance de cause. Donc elle saura ce qui s'est passé et ce qu'on remarque, c'est que souvent, elle va réutiliser un certain nombre de choses dans son propre interprétation du poste.